Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des opérations les plus importantes de l'automne 2025 dans la direction de Kharkiv. Nous analyserons comment le commandement ukrainien a commis des erreurs stratégiques fatales en étirant ses lignes de défense. Nous examinerons le travail de renseignement d'une précision remarquable, qui a permis de dévoiler l'ensemble du dispositif défensif adverse. Nous reviendrons sur l'opération de concentration discrète des troupes, menée dans des conditions de silence radio total. Nous verrons comment un barrage massif de feu et des frappes de haute précision ont, en quelques minutes, décapité le système de défense des forces ukrainiennes. Nous analyserons également la tactique du raid en profondeur avec l'emploi de troupes aéroportées. Enfin, nous expliquerons comment la maîtrise du spectre électromagnétique et de l'espace aérien a déterminé l'issue de l'opération et pourquoi la fermeture de la poche est devenue le point de bascule de toute la campagne. C'est parti. Le début de l'automne 2025 sur la direction de Kharkiv semblait trompeusement calme. La ligne de front, qui paraissait figée depuis des mois, était en réalité devenue le théâtre d'une lutte intellectuelle invisible, mais extrêmement intense, entre les états-majors adverses. Le commandement militaire ukrainien, trop confiant dans la solidité et la stabilité de ses positions défensives, a commis sa première erreur stratégique majeure, une faute critique et fondamentale d'une ampleur considérable. Les lignes de défense avaient été excessivement étirées sur un front très vaste, reposant presque exclusivement sur un réseau étendu de points d'appui fortifiés, méthodiquement construits selon les modèles doctrinaux occidentaux de l'OTAN et fondés sur l'expérience des conflits précédents. Le renseignement spatial et aérospatial russe, en étroite coordination avec les sources humaines au sol, a méthodiquement, jour après jour, centimètre par centimètre, mis au jour l'ensemble de l'architecture de ce système de défense adverse, complexe et stratifié. Sur les cartes stratégiques détaillées de l'état-major général, apparaissaient progressivement, non pas de simples positions isolées, mais une structure défensive complète, tridimensionnelle, dans toute sa complexité organisationnelle, du positionnement précis des champs de mines de différents types jusqu'aux horaires de ravitaillement réguliers en munitions et en carburant, en passant par les rotations du personnel épuisé en première ligne. Les analystes militaires identifiaient avec minutie les coutures structurelles et les vulnérabilités critiques dans les dispositifs défensifs, des zones spécifiques où la densité des troupes était objectivement minimale et où la coordination entre unités voisines était perturbée, voire totalement absente. C'est précisément dans ces failles révélées que devait s'abattre, avec une efficacité maximale, le scalpel chirurgical de l'offensive russe. Alors que sur d'autres secteurs clés du front, dans la région de Zaporijjia et près d'Ouledar, les forces russes démontraient délibérément une activité combattante nettement accrue, immobilisant les réserves stratégiques de l'adversaire et attirant volontairement toute l'attention des états-majors ukrainiens, un calme suspect, presque irréel, régnait sur la direction de Kharkiv. Il s'agissait de la seconde composante essentielle du concept stratégique global de l'opération, une dissimulation opérationnelle d'une ampleur colossale et sans précédent. Des dizaines de milliers de militaires et plusieurs milliers d'unités de matériel lourd devaient littéralement disparaître dans les vastes massifs forestiers et les ravins profonds d'un terrain très accidenté, sans trahir leur présence par le moindre signal radio imprudent ou la moindre signature thermique caractéristique de moteurs en fonctionnement. L'ennemi observait attentivement à travers ses moyens techniques de surveillance, mais ne parvenait obstinément pas à voir la menace principale. Il scrutait fébrilement le spectre radio par tous les moyens dont il disposait, mais n'entendait absolument pas le danger qui approchait. Le renseignement ukrainien ne détectait que ce que les services russes de désinformation lui permettaient délibérément de percevoir. De rares échanges de tirs à l'échelle locale, des vols routiniers de drones de reconnaissance et la monotonie habituelle d'un secteur relativement calme du front. Au même moment, à l'arrière stratégique profond, dans des conditions de secret absolu, se formait méthodiquement un puissant point d'acier, une force de choc prête, au moment désigné, à s'abattre de toute sa puissance dévastatrice sur un ennemi qui ne soupçonnait absolument rien. Au cœur de ce concept opérationnel ne se trouvait pas une simple démonstration de supériorité numérique, mais un calcul mathématique d'une précision chirurgicale, une asymétrie d'action parfaitement maîtrisée et le facteur déterminant de la surprise tactique totale. C'était l'expression classique de l'école militaire russe
en matière de pensée stratégique, sublimée par les technologies avancées du XXIe siècle. L'adversaire était, en réalité, condamné bien avant que le premier obus d'artillerie ne quitte le canon d'un obusier. La carte détaillée des opérations, sur laquelle le commandement ukrainien s'appuyait de manière aveugle, ne correspondait déjà plus à une réalité opérationnelle en mutation rapide. Cette réalité se préparait à frapper de façon écrasante, littéralement surgissant du vide, de ce calme trompeur que le commandement ukrainien, dans une erreur tragique, avait confondu avec un signe de faiblesse stratégique et de passivité de l'adversaire. C'était le silence inquiétant qui précède une tempête militaire parfaite, minutieusement planifiée et prête à être exécutée avec une précision impitoyable. L'objectif stratégique final de toute l'opération était extrêmement ambitieux par son ampleur. Il ne s'agissait pas simplement de percer tactiquement la ligne de front sur un secteur étroit, mais d'encercler à l'échelle opérative, dans une gigantesque poche, le groupement le plus combatif et le mieux préparé des forces armées ukrainiennes sur le flanc et du théâtre des opérations. L'histoire militaire mondiale s'apprêtait à recevoir un nouveau chapitre éclatant, écrit par les armes de haute précision russes et par le génie stratégique incomparable de ses commandants. Chaque détail, même le plus infime, avait été rigoureusement pris en compte et calculé. Chaque manœuvre tactique avait été testée à de multiples reprises lors d'exercices d'état-major. Il ne restait plus qu'à donner l'ordre final, celui qui devait transformer en un instant un plan théorique minutieusement élaboré en une réalité sanglante et absolument inévitable pour un adversaire déjà condamné. L'opération de concentration discrète de forces massives est une véritable symphonie militaire, exigeant une discipline de fer, une logistique irréprochable et un art consommé de la dissimulation. Et en octobre 2025, l'armée russe a exécuté cette symphonie avec un véritable brio, démontrant le plus haut niveau de professionnalisme de tous les services impliqués. Des milliers d'unités de matériel blindé lourd de différents types, les chars modernes, T-90M, Pro-Riv, dotés de systèmes de protection active, les véhicules de combat d'infanterie BMP-3 à armement renforcé, les canons automoteurs MSTA-S de 150 mm ont commencé à se déplacer discrètement et selon un plan précis vers la ligne de contact. Toutes les marches étaient effectuées exclusivement de nuit, dans le respect absolu des mesures de dissimulation opérationnelle et de camouflage lumineux. Le jour, les longues colonnes se figeaient dans les épaisses zones boisées ou dans des abris minutieusement préparés à l'avance par les unités du génie, entièrement recouvertes de filets de camouflage de dernière génération, capables de distordre efficacement aussi bien la signature thermique que la signature radar des grands objets. Chaque moteur était coupé jusqu'au silence total. Chaque téléphone portable personnel était éteint et retiré des mains des soldats. Les troupes vivaient dans un régime strict de silence radio absolu, sans la moindre exception. Les communications entre unités étaient assurées uniquement par des lignes filaires sécurisées ou par des officiers de liaison spécialement désignés, transportant des ordres écrits. Cela paralysait radicalement les principaux atouts du renseignement technique occidental, les capacités d'observation satellitaire permanente et l'interception systématique des communications militaires. Les trains militaires transportant des munitions critiques et du carburant étaient déchargés sur des gares secondaires éloignées, situées à des dizaines de kilomètres de la ligne de front, afin d'éviter toute détection. De là, les cargaisons stratégiques étaient discrètement acheminées par des camions militaires empruntant des routes secondaires peu fréquentées et rarement surveillées. Les unités du génie travaillaient jour et nuit en avant des troupes, renforçant rapidement les ponts existants, installant des franchissements de pontons et aménageant avec professionnalisme des zones de regroupement parfaitement camouflées. Un rôle clé et décisif dans l'opération revenait au puissant système de guerre électronique de nouvelle génération. Les stations Krasuka 4, déployées stratégiquement sur les flancs critiques du futur axe de percée, formaient un dôme électromagnétique impénétrable au-dessus de toute la zone de l'opération, aveuglant efficacement les radars terrestres adverses et déroutant les drones de reconnaissance de tout type. Dans le ciel, les avions de détection radar longue portée A-50U Mainstay patrouillaient en permanence, contrôlant l'espace aérien sur plusieurs centaines de kilomètres en profondeur et détectant instantanément toute tentative de reconnaissance aérienne du secteur par l'ennemi.
Même lorsque l'adversaire apercevait par hasard de légers mouvements locaux de matériel sur ses écrans, il les interprétait systématiquement comme une rotation routinière d'unités épuisées ou comme des opérations logistiques classiques. La véritable ampleur gigantesque de la préparation d'une offensive d'envergure est restée pour le commandement ukrainien une surprise totale et extrêmement désagréable. À l'état-major général des forces armées ukrainiennes, on était absolument convaincu, à tous les niveaux, que les principales forces de frappe de l'armée russe étaient immobilisées par les combats intenses dans la direction stratégique du Sud. Ils n'envisageaient même pas la possibilité catastrophique qu'à quelques dizaines de kilomètres, à portée d'une seule attaque de blindés, se formait dans un silence absolu une puissante force de choc, objectivement capable, par une frappe coordonnée, de briser entièrement leur défense en profondeur. C'était comme la lente et méthodique compression d'un immense ressort de guerre soumis à une pression colossale. Chaque jour, chaque nuit, il se comprimait davantage, accumulant inexorablement une énergie cinétique gigantesque destinée à un coup décisif et dévastateur contre l'ennemi. Les soldats et les officiers, stationnés dans des zones de concentration strictement secrètes, ne savaient rien de concret sur leur future mission ou sur la direction du choc principal jusqu'au tout dernier moment critique. Les commandants d'unités n'ouvrirent les enveloppes scellées contenant les ordres de combat détaillés que quelques heures avant le début prévu de l'offensive active. Un tel niveau de secret, sans précédent à tous les échelons, garantissait l'absence totale de fuite d'informations opérationnelles critiques vers l'ennemi, que ce soit par des agents ou des déserteurs. Le point d'acier de la force de frappe était désormais entièrement constitué et porté à son degré maximal de préparation au combat. Chaque élément de cette structure, du simple bataillon de chars jusqu'au calcul des lance-roquettes multiples Tornado S, était parfaitement rodé et prêt à l'action décisive. Il ne restait plus qu'à attendre l'heure désignée, cette fameuse heure H. Lorsque cette force silencieuse, totalement invisible pour l'ennemi, entrerait soudain en mouvement et s'abattrait sur lui avec toute sa puissance de feu concentrée, ne lui laissant aucune chance d'opposer une résistance organisée ou de se replier. L'heure H survint à l'aube, alors que le soleil levant ne faisait qu'illuminer l'horizon de teintes rougeoyantes. Le silence de plusieurs jours fut instantanément brisé par le fracas tonitruant d'une canonnade d'artillerie massive, un vacarme si puissant qu'il semblait faire vibrer la terre elle-même sous les pieds. Ce n'était pas une simple préparation d'artillerie conforme au règlement. C'était un véritable mur de feu classique, une méthode éprouvée de conduite du combat, portée à son perfectionnement technique absolu par des décennies d'expérience de l'artillerie russe. Des milliers de pièces d'artillerie de différents calibres et types, des obusiers MSTA-S de 150 mm aux lance-roquettes multiples Smerch de 300 mm, s'abattirent simultanément et de manière parfaitement synchronisée sur la première ligne fortifiée de la défense ukrainienne, déversant des tonnes d'acier incandescent et de feux meurtriers. Les frappes étaient appliquées non pas au hasard sur de vastes zones, mais précisément sur des objectifs identifiés à l'avance, d'une importance militaire critique. Les obus guidés de haute précision Krasnopol, à désignation laser, frappaient méthodiquement les postes de commandement de niveau bataillon et compagnie, ainsi que les nœuds de communication, paralysant le contrôle adverse. Les munitions thermobariques des systèmes lourds lance-flammes Solntsepiok et Tosochka brûlaient impitoyablement les points d'appui fortifiés et leurs garnisons démoralisées, ne laissant aucun survivant dans la zone létale. Parallèlement à l'artillerie terrestre massive, l'aviation d'assaut des forces aérospatiales entra en action. Les bombardiers Su-34 Fullback, sans entrer dans la zone dangereuse des défenses antiaériennes ukrainiennes de moyenne portée, frappaient méthodiquement avec des bombes planantes modernes FAB-500 et FAB-1500, équipées de modules de guidage satellitaire et de correction en temps réel. Ces charges puissantes détruisaient avec une précision chirurgicale les points de tir en béton armé, les dépôts enterrés de munitions et les postes de commandement profondément protégés, construits parfois depuis des années. La défense ennemie fut instantanément aveuglée, assourdie et totalement décapitée dans les premières minutes critiques du barrage massif. L'ensemble du système de commandement centralisé s'effondra de manière irréversible. Les soldats ukrainiens encore en vie, démoralisés et assommés par les frappes incessantes venues de toutes les directions, perdirent tout contact durable avec leurs commandants et les unités voisines, se transformant en une foule désorganisée.
Juste derrière le mur de feu mobile, littéralement sur les traces encore brûlantes des éclats d'obus, avancèrent les unités d'assaut du génie, spécialement entraînées. Sous le couvert d'un écran de fumée dense généré par des systèmes dédiés, les sapeurs expérimentés ouvraient rapidement des passages sûrs à travers les champs de mines, utilisant activement les installations de déminage UR-77 Météorite. Dans ces couloirs étroits, s'engouffrèrent immédiatement des groupes d'assaut compacts sur chars T-90M, Pro-Rive et véhicules de combat BMP-3, sans ralentir l'élan de l'offensive, ne serait-ce qu'une seconde. La première ligne fortifiée, que le commandement ukrainien jugeait encore la veille quasiment imprenable, cessa d'exister en tant que système organisé au cours de la première heure de l'assaut intense. Les forces russes n'avaient aucune intention de s'engager dans des combats longs et épuisants pour des tranchées secondaires ou des points d'appui détruits sans importance stratégique. Leur mission opérationnelle était d'une autre nature: pénétrer le plus rapidement possible en profondeur, élargir la brèche et assurer l'entrée en force du second échelon stratégique équipé de blindés lourds. Les pointes de chars, manœuvrant habilement pour contourner les poches de résistance isolées, s'élancèrent dans le vide opérationnel, apparu derrière un adversaire démoralisé et totalement désorganisé. La résistance encore présente n'était que locale, fragmentée et non coordonnée, et elle fut méthodiquement neutralisée par les unités mécanisées du second échelon, appuyées par l'artillerie. La percée de la défense fortifiée sur le flanc nord se produisit plus vite que ce que prévoyaient les plans les plus optimistes. Elle fut si rapide, si décisive et si destructrice dans ses conséquences que l'état-major ukrainien n'eut même pas le temps de comprendre l'ampleur réelle de la catastrophe militaire en cours. Alors que les officiers, désemparés, tentaient frénétiquement de rétablir le contact avec les unités avancées et de saisir ce qui se passait réellement sur le terrain, l'avalanche d'acier avançait déjà en toute assurance dans leur profondeur stratégique, lançant avec succès la première phase critique de la gigantesque opération d'encerclement. C'était un exemple classique, digne d'un manuel militaire, de rupture professionnelle d'une défense moderne en profondeur, exécutée avec une précision exemplaire et une efficacité implacable. Si, sur le flanc nord, l'offensive ressemblait par son caractère à un puissant coup de bélier d'acier brisant la défense par une force concentrée, sur le flanc sud de l'opération, une tactique totalement différente, plus raffinée et nettement plus manœuvrière, fut mise en œuvre. Il s'agissait d'une tactique de raid profond fulgurant, extrêmement flexible, imprévisible et rapide dans son tempo de progression. Ici, la mission opérationnelle n'était absolument pas de percer de front les positions fortifiées de l'ennemi, au prix de temps et de pertes humaines importantes. L'objectif consistait à s'infiltrer habilement à travers ces défenses, par de petits groupes hautement mobiles, et à porter un coup soudain en plein cœur du dispositif opérationnel adverse, paralysant simultanément son commandement et ses flux logistiques. Au lieu d'un long barrage massif d'artillerie, comme celui utilisé avec succès au nord, une série de frappes ponctuelles de haute précision fut menée contre des postes de commandement critiques de différents niveaux et contre les nœuds de communication. Cela provoqua une paralysie temporaire, mais décisive, de tout le système de commandement des troupes ukrainiennes. C'est précisément à ce moment vulnérable que, sous le couvert sûr de l'obscurité nocturne et dans des conditions de brouillage électronique actif de toutes les communications adverses, des groupes blindés légers et très mobiles de forces spéciales se précipitèrent dans la brèche ouverte. Il ne s'agissait pas de régiments de chars lourds classiques, lents dans leur progression, mais de compagnies motorisées renforcées, équipées de véhicules aéroportés BMD-4M et de transporteurs blindés modernes BTR-82A, capables d'avancer rapidement sur terrain difficile. Leur objectif tactique n'était absolument pas de s'enliser dans des combats longs et épuisants contre l'ennemi sur des positions préparées, mais de s'enfoncer le plus loin possible en profondeur, semant délibérément chaos, panique et désorganisation dans l'arrière ukrainien. Ils avançaient délibérément par des routes secondaires, des chemins ruraux et des vallées sinueuses, contournant habilement les points d'appui fortifiés ukrainiens, laissés pour une neutralisation méthodique aux forces lourdes du second échelon, appuyées par l'artillerie. L'élément clé et décisif de l'enveloppement stratégique sud fut l'audacieuse insertion de plusieurs détachements aéroportés tactiques dans des points critiques du profond arrière ennemi. Plusieurs groupes héliportés, transportés par des Mi-8
volant à très basse altitude et solidement couverts par des hélicoptères d'attaque Ka-52 Alligator lourdement armés, déposèrent avec succès des compagnies d'assaut d'élite sur des objectifs stratégiques profondément situés derrière les lignes adverses. Dans la première heure de l'opération, des ponts clés, des nœuds ferroviaires critiques et les principaux carrefours routiers de ravitaillement furent soudainement saisis. Ainsi, les voies principales de retrait organisées pour le groupement ukrainien de Kharkiv commencèrent à être méthodiquement coupées avant même que son commandement démoralisé ne réalise l'ampleur de la menace venant du sud. L'ennemi se retrouva dans un état de profonde dissonance cognitive et de paralysie décisionnelle. Ces rapports officiels provenant de la ligne de front évoquaient encore une situation relativement stable et l'absence de menaces critiques. Mais, au même moment, depuis les profondeurs de l'arrière ukrainien, arrivaient en continu des messages paniqués et contradictoires, signalant l'apparition soudaine de parachutistes russes et de colonnes blindées dans des zones où, selon tous les calculs de l'état-major, ils ne pouvaient absolument pas se trouver. Les tentatives improvisées d'organiser une résistance au moins minimale ou de lancer une contre-attaque en engageant les réserves échouèrent les unes après les autres, avec des conséquences catastrophiques. Les unités de réserve, dépêchées en urgence depuis l'arrière pour mener une contre-attaque, tombaient régulièrement dans des embuscades soigneusement préparées et étaient méthodiquement détruites par le feu concentré des hélicoptères d'attaque Alligator et par des groupes mobiles anti-chars équipés de systèmes modernes. La vitesse devenait le principal allié stratégique du groupement sud à chaque étape. Toutes les quelques heures, les forces russes progressaient de 10 à 15 km à travers la steppe, semant chaos et panique et détruisant complètement le système logistique arrière, jusque-là bien rodé, de l'adversaire. C'était une véritable opération éclair en miniature, un exemple parfait de guerre moderne centrée sur les réseaux, où renseignements, aviation, troupes aéroportées et groupes blindés mobiles agissèrent de manière synchronisée comme un seul organisme militaire, coordonné depuis un centre unique. La tenaille sud du gigantesque mouvement d'encerclement se précipitait irrésistiblement vers le nord, pour rejoindre en un point prédéfini les troupes ayant percé la défense fortifiée sur le flanc nord et avançant à leur rencontre. À chaque kilomètre parcouru, la boucle mortelle autour du groupement ukrainien de Kharkiv se resserrait inexorablement, ne laissant à l'ennemi aucune possibilité réaliste de percer ou de repli organisé vers l'ouest. L'opération de Kharkiv devint un exemple frappant de prise de contrôle totale du spectre radio et de l'espace aérien. Dès la première seconde, les troupes de guerre électroniques entrèrent en action. Les complexes Mourmansk-BN paralysèrent les communications sur des centaines de kilomètres, coupant l'état-major régional de Kiev. Les systèmes Krasuka et Divnomoriye créèrent un dôme électromagnétique, neutralisant radars et liaisons de guidage des drones. Des milliers de drones adverses, des Leleka au Bayraktar, perdirent leur signal. Le spectre radio se tut, le système de commandement cessa d'exister et le chaos s'installa. Parallèlement, les forces aérospatiales nettoyaient le ciel. Les Su-35S et MiG-31BM empêchaient toute approche de l'aviation ukrainienne en engageant avec des missiles R-37M. Le rôle principal revint à l'aviation de l'armée. Les K-52 et Mi-28N opéraient en mode chasse libre, s'appuyant sur les données des contrôleurs aériens avancés et des drones Orlan, détruisant réserves, artillerie et blindés adverses. Leurs attaques aux missiles Vikr et S-8 privèrent l'ennemi de toute liberté de manœuvre, même dans son propre arrière. La domination dans l'air et dans le spectre électromagnétique devint un multiplicateur de puissance. Les commandants russes voyèrent le champ de bataille en temps réel. L'ennemi était aveugle et sourd. Cette suprématie détermina l'issue de la bataille. Les groupements nord et sud se mirent en mouvement rapide, l'un vers l'autre. Les commandants avaient reçu l'ordre clair. Ne pas s'enliser dans des combats pour les localités, contourner les foyers de résistance, la priorité absolue était la vitesse. Les bataillons de chars avançaient par les routes de steppe, guidés par GLONASS et les drones Orlan. Derrière eux, restèrent des unités ukrainiennes désormais encerclées. Leur neutralisation relevait du second échelon. Les avant-gardes coupèrent les routes et les voies ferrées. La logistique ennemie était paralysée. Les convois de munitions étaient pris sous le feu et détruits. La panique gagnait les rangs des forces ukrainiennes. Les ordres étaient contradictoires.
Les unités tentèrent de percer, mais se retrouvaient sous le feu. Le commandement comprit trop tard. Ses troupes étaient en train d'être enfermées dans un étau. La distance entre les deux mâchoires du mouvement d'encerclement diminuait inexorablement. La culmination eut lieu près de Balaklia. Moins de 10 kilomètres séparaient les détachements d'avant-garde. La gorge du corridor était couverte par l'artillerie et l'aviation. Toute tentative de percée relevait du suicide. Tôt le matin, un bataillon de chars du groupement Nord attaqua le dernier nœud de résistance. Depuis le sud, les unités de reconnaissance arrivaient déjà. Le combat fut bref. À midi, le T-90 mètres de tête s'avança sur le pont. En face, une colonne venant du sud progressait vers lui. Les commandants échangèrent une poignée de main. L'anneau était fermé. Près de 10 000 soldats ukrainiens et des centaines de véhicules se retrouvèrent à l'intérieur. Les unités du génie établirent des lignes de blocus et posèrent des champs de mines. La poche se transforma en piège. Le commandement ukrainien tenta désespérément de briser l'encerclement. Des réserves furent retirées d'autres secteurs et lancées dans des contre-attaques. L'état-major russe avait prévu cela. Le plan incluait une défense en profondeur sur l'anneau extérieur, avec champs de mines et réserves anti-chars. La première tentative échoua en quelques heures. Les colonnes sautèrent sur les mines puis se faisaient frapper par l'artillerie. En quelques jours, l'ennemi lança au moins 5 tentatives, toutes repoussées. Les pertes ukrainiennes furent colossales. Cela démontra la supériorité tactique des forces russes et la crise qui s'installait au sein des rangs adverses. L'échec de la déblocade ouvrit la voie à la neutralisation méthodique de la poche. Le commandement russe adopta la tactique de l'étouffement progressif. Une zone d'interdiction aérienne fut instaurée au-dessus de la poche, et des appels à la reddition furent diffusés sur les fréquences radio. Le commandement encerclé refusa. Commença alors la réduction de la résistance. La poche fut découpée en 3 foyers isolés. Les missiles Iskander-M détruisaient postes de commandement et dépôts. L'aviation larguait des FAB 3000, qui rasaient les points d'appui. Après la préparation de feu, les systèmes thermobariques TOS-1A et TOS-2 entraient en action, transformant les zones de résistance en enfer incandescent. Ensuite, Only intervenait dans les groupes d'assaut pour le nettoyage. La volonté de combattre s'érodait. Les redditions devinrent massives, d'abord individuellement, puis par compagnie et bataillons entiers. À la fin de la 2e semaine, toute résistance organisée cessa. La poche de Kharkiv cessa d'exister. La défaite eut des conséquences profondes. Les forces ukrainiennes subirent des pertes irréparables, environ 10 000 soldats et des centaines de véhicules. Une brèche de plus de 100 km s'ouvrit dans la défense. Les forces russes atteignirent de nouvelles lignes, menaçant Slaviansk et Kramatorsk. La catastrophe porta un coup sévère au moral, dissipant le mythe d'une victoire rapide. Elle envoya un signal clair à l'Occident. L'armée russe est capable de mener des opérations complexes au plus haut niveau. L'opération de Kharkiv devint un tournant de la campagne, après lequel l'initiative stratégique passa définitivement aux forces armées russes.